Cette vidéo est l'histoire succincte de l'Europe à tour de bras, une traversée de l'Europe à vélo sur 4424 km à la seule force des bras. C'était une aventure humaine en 3 moments: la genèse, le périple lui-même et les enseignements qu'on pouvait en tirer. Toutes ces phases révèlent des écueils, pas des moindres pour certains, puisque c'était la faiblesse des acteurs eux-mêmes, c'était des imprévus qu'on ne peut pas toujours, comme le nom l'indique, préparer, et puis surtout des impondérables qu'il faut savoir gérer au quart de tour. Et pour contrer ça, nous avions quand même quelques atouts. Ces atouts liés souvent d'ailleurs au handicap lui-même, à condition de bien savoir les gérer. Alors la genèse tout d'abord. Fort de ses 60 ans d'expérience en e-sport, l'association PCH avait annoncé cette Europe à tour de bras comme un périple de solidarité. Promotion cyclisme en e-sport voulait donc une randonnée beaucoup plus large et longue que ses précédentes, puisque cette fois on avait 9 semaines à rouler et en traversant 9 pays européens. Prévu avec une équipe en e-sport de 6 cyclistes, dont 2 jeunes athlètes en e-sport habitués du pédalage à main. Elle devait aller de Constanța sur les bords de la mer Noire, en Roumanie, jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, qui se trouve en face de Saint-Nazaire, au bord de l'Atlantique. Par cette route appelée VR6 ou EVR6, Euro-Vélo-Route numéro 6, qui est l'une de ces routes traversant horizontalement toute l'Europe centrale et occidentale. Comme toute randonnée cycliste, il y a de nombreuses facettes attirantes, les paysages, les architectures nouvelles, les rencontres humaines intéressantes, les modes de vie nouveaux, et qui sont des plus qui font oublier très vite les intempéries et autres petits problèmes qu'on rencontre en randonnant. Cependant, ce n'était pour nous que des plus, puisque le but était uniquement de montrer à tous que le handicap peut avoir une image positive. Malheureusement, à moins d'1 an du départ, des imprévus ont fait modifier et la composition du groupe et le parcours lui-même. Il allait du coup, cette ETB, cette Europe à tour de bras, allait devenir un projet audacieux, car les 2 personnes handicapées cyclistes allaient se trouver être 2 seniors, Guy et Yves, qui, sur leur vélo manuel, c'est-à-dire un tricycle à pédalage avec les mains, devaient être accompagnés de 2 cyclistes valides et de 2 autres personnes, un chauffeur qui dirigeait et qui conduisait le véhicule d'accompagnement, ce qu'on appelle l'équipage PCH, composé d'une voiture caravane à 6 places et d'une remorque suffisamment longue, donc 6 mètres, pour pouvoir emmagasiner 2 tricycles à main, 2 vélos de roues, un tandem et tout le matériel de réparation. Dans la caravane, 6 places permettaient de regrouper toute l'équipe et d'avoir bagages et nourriture pour tout le parcours. C'est là que déjà on voit apparaître l'anticipation vis-à-vis de problèmes, car avec des personnes handicapées, on ne pouvait pas savoir si, par exemple, en cours d'étape, on n'aurait pas des soucis de santé. La voiture caravane, avec ses lits tout à fait classiques, permettait donc d'intervenir rapidement auprès de la personne et de l'emmener s'il le fallait quelque part. Le fait de pouvoir aussi avoir tout le matériel, en particulier le tandem, c'était pour prévoir, ce qu'on n'espérait pas évidemment, qu'un des vélos à main, qui sont des vélos assez délicats,
s'il subissait trop de contraintes avec des routes qu'on ne connaissait pas, risquait d'avoir des casses et peut-être pas réparables. Auquel cas, je m'étais dit que mon binôme, plus fort que moi, resterait en vélo tricycle et que moi, je prendrais la direction du tandem en demandant à un des cyclistes accompagnateurs d'être un moteur supplémentaire derrière pour quand même finir le trajet prévu. Et donc on arrivait avec cette nouvelle formule, malgré des conditions assez peu adaptées, qu'on va développer dans un instant, à ce que montrer une image positive du handicap devienne en fait non plus le but principal, mais le but était de montrer que tout handicap physique n'empêchait pas d'insérer une personne à mobilité réduite au sein d'un groupe de valides. Car l'une des modifications qui a été apportée, c'était de s'insérer au tiers du parcours dans une croisière de l'AF3V, l'Association française des véloroutes et voies vertes, qui avait prévu de relier Vienne en Autriche à Nantes en France pour annoncer la Vélocity de l'année d'après, qui avait lieu pour la première fois en France à Nantes, et d'en faire la promotion sur donc 2200 km. Et ce que nous voulions, c'est nous joindre à cette promotion sans évidemment qu'on puisse en dénaturer un certain aspect, par exemple avec les contraintes qui peuvent être liées à un handicap. En conséquence, au cours de ce voyage, il va falloir montrer que les contraintes qui sont imposées par tout handicap ne sont pas forcément ressenties comme une charge supplémentaire pour les valides de l'entourage, ce qui voulait dire que il y avait des conditions à définir dès le départ, à faire respecter aussi ensuite, à la fois par les personnes handicapées, mais aussi par l'entourage. Et enfin, de s'assurer que ces conditions qui nous sont un peu obligatoirement imposées par le handicap sont, quand elles sont bien prises, plus valorisantes que contraignantes pour les valides qui accompagnaient. Passons maintenant au voyage lui-même et pointons quelques sources de problèmes. Nous parlions d'être insérés dans un groupe de valides, des cyclistes chevronnés qui, eux, font quelques 50 000 km par an, donc avec des vitesses de 25-30 km/h de moyenne, alors que pour nous, la moyenne est plutôt aux alentours de 15 km/h, allant jusqu'à 20 km par moment. Donc il y aura une adaptation à faire, forcément, par moment, et c'est une adaptation qu'on peut faire facilement sur une journée ou deux, mais là, le parcours en commun va durer un mois, plus d'un mois. Donc, il faut bien le préparer. Et dès le début, une divergence apparaît entre Guy et Yves. Pour Guy, ce n'était qu'un défi de plus dans sa carrière, défi considéré par la famille très audacieux, mais pour Yves, c'était simplement un nouveau pari, comme il en avait fait plusieurs dans sa carrière professionnelle, et un pari totalement insensé pour sa famille. Alors, de ces deux éléments, on voit que pour Guy, tout était préparé pour mettre de notre côté la plus grande probabilité de réussite. Pour Yves, c'était plus s'appuyer sur sa confiance en lui-même, sa faconde, et puis toutes les aides qu'il pourrait trouver en cours de route ou qu'il pourrait prévoir. Guy, par ailleurs, avait une autre crainte due à, non pas son handicap, mais des handicaps supplémentaires qu'il avait, puisqu'il avait un âge quand même assez avancé de 71 ans,
et quelques années avant, un triple pondage cardiaque, en complément de sa polio, ce qui n'est pas totalement des bonnes conditions pour ce genre de grande traversée. Mais en particulier, il s'estimait moins rapide que son binôme, Yves, et ça voulait dire qu'il allait assez souvent vouloir faire appel à Yves pour le tirer, comme on dit en vélo, c'est-à-dire lui couper le vent. Et si malheureusement, ce qui est arrivé très vite, puisque nous avons eu dès le début du parcours 3 semaines de vent de face. Et là, Yves tirait un peu, pas de problème, c'est normal, mais point trop n'en faut, et après, quand ça durait trop longtemps, il voulait faire un peu cavalier seul, ce qui fait que la parade a été vite trouvée. C'est Eric, le cycliste qui nous servait d'interprète, de guide dans toute l'Europe centrale, qui venait remplacer l'ami Yves, avec une petite difficulté supplémentaire quand même, c'est qu'un 2 roues coupe beaucoup moins le vent qu'un tricycle qui a le même volume que vous-même quand vous êtes face au vent. Il y a une autre divergence apparaissait, mais est apparue plutôt au cours du parcours, cette volonté de Guy, puisqu'on l'avait commencé comme ça, on avait commencé le projet comme ça, c'est d'avoir un commandement bicéphale. Je tenais à ce que toutes les décisions soient prises en commun entre Yves et moi. Ce qui s'est fait sans problème pendant toute la préparation du projet, dans les premiers moments du parcours, mais une volonté qui a éclaté, a volé en éclats lorsqu'on s'est trouvé avec des imprévus un peu traumatisants en cours de route, et qui fait que Guy a dû réagir à ce moment-là très fortement. Un exemple, en Croatie, en plein milieu d'un énorme carrefour d'une grande ville, altercation entre les deux meneurs, l'un voulant finir le parcours de l'étape dans le véhicule parce qu'il trouvait trop dangereux de parcourir la ville dans les conditions du moment, et Guy s'y refusant, puisque nous n'en étions qu'à quelques centaines de kilomètres, et si on commençait au premier pépin à vouloir profiter de la voiture d'accompagnement, ça voulait dire que le parcours, on allait se le faire en pointillé pour arriver aux 3400 km prévus. Donc la parade de Guy, c'était garder son sang-froid et imposer sa volonté seulement lorsque soit son propre potentiel était mis en défaut, soit le but même de l'opération. Dernier problème qu'on pouvait savoir à l'avance, c'était le risque d'escar. Un escar est une plaie qui est vite grave en quelques heures lorsque il y a des frottements et que malheureusement on est paraplégique. Le cas de Yves, et le vélo, nous avions 5 à 6 heures de vélo à faire par jour, donc on voit vite le problème qui peut arriver. Et là, la parade était déjà prévue dès le départ, une crème qui avait fait ses preuves, que donc j'avais en quantité avec moi, craignant de ne pas en trouver. Et ce qui fait qu'en Autriche, Yves sera guéri en 24 heures d'une plaie au pied qui était un très fort début d'escar à la fin de la journée. Mais il n'y avait pas que des problèmes, il y avait quand même des atouts, et ces atouts, j'en cite quelques-uns. D'abord des idées forces qui nous reliaient. Le handicap n'empêche pas de se réaliser, et autre forme, le handicap, quand on le domine, donne un sens beaucoup plus profond à la vie en général. Dès l'instant où on se rejoint sur le fond, c'est quand même plus facile après de transformer les petits problèmes du concret. Par ailleurs, comme à tout, il y avait le passé de Guy en tant que formateur, organisateur, sportif international et connaissant bien les potentiels physiques des uns et des autres.
La grande expérience d'Éric, notre guide en Europe centrale, cycliste chevronné, parlant toutes les langues de cette Europe, donc une certitude de pouvoir se faire comprendre au moins. Pour Yves, nous l'avons vu tout à l'heure, il me faisait d'un côté confiance et de l'autre il avait confiance en lui. Et un exemple, avant de partir, il a modifié son vélo tricycle de manière à lui adapter une canne comme on peut en voir sur les vélos d'enfants qui permettent de pousser ou de retenir le jeune qui apprend à rouler. Là, c'était en fait pour que le cycliste de roue qui nous accompagnait, qui était son ami, puisse faire la poussette à chaque fois qu'il y avait un problème qu'il avait peur de ne pas surmonter. Autre atout, c'est que l'un comme l'autre, donc, nous croyons à la chance et comme nous le verrons, elle n'a pas tardé à intervenir. Et enfin, dernier atout, ce que j'appelle les bottes secrètes de Guy, qui sont des bottes secrètes de tout handicapé quand il arrive à dominer son handicap, c'est-à-dire l'adaptabilité, le goût du système D, qui là sera très utile pendant ces semaines, et l'anticipation que nous avons déjà vue avec la voiture caravane. Et nous voilà en plein dans le parcours. Pour cela, nous devions rejoindre les bords de la mer Noire avec le véhicule et partir en vélo de cet endroit-là pour revenir en France. Et à 4 jours du départ, Yves me téléphone, dos bloqué, il avait un faux mouvement et il ne peut plus rien faire. Parade, dit toute prévue déjà, saut chez un ostéopathe de connaissance qui remet en 2 jours Yves en pleine forme et prêt à repartir. Sur la route, par contre, là, premier gros problème, en Autriche, sur une autoroute, l'un des moyeux de la caravane fond, s'évapore, et nous voilà avec la chance de ne pas capoter avec la roue qui s'en va sur le côté, mais de s'en rendre compte lorsqu'elle ne tenait plus que par un fil, c'est le cas de le dire. Et deuxième chance, de trouver à moins de 10 km un garage ayant la pièce Renault correspondante. Parade, là non prévu mais qu'il faut absolument faire, Guy décide de supprimer la demi-journée de mise en bras lorsqu'on était arrivé au point de départ. Et du coup, nous nous trouvons à l'heure, prêts à partir. Et là, les impondérables, pluie intensive, continuelle, pendant 3 semaines, avec la première qui démarre juste avant le départ, 1 heure avant, ce qui fait que nous n'étions pas encore sortis de Constanța, que déjà nous étions trempés jusqu'aux os, ce qui évidemment n'arrange pas les problèmes, et en particulier lorsque on peut être sensible à des escarres, puisque le frottement avec de l'eau abîme plutôt la peau. Mais quand même, au bout d'une dizaine de jours, pendant une journée, un énorme beau soleil en Croatie, ce qui remet tout de suite du cœur à l'ouvrage et plus de problème, on oublie la pluie et ses inconvénients, qui existent quand même, même si on est très bien préparé et qu'on a le matériel. Quand on reste 6 heures dessous, on finit par avoir beaucoup de difficultés. Le vent de face, on en a parlé. On découvre ensuite un autre problème délicat et imprévu. Plus de portable dans certaines parties d'étape. Serbie, Croatie, Hongrie. Où là, pendant quelquefois 24 heures, aucune barre au téléphone, donc un peu d'affolement à l'autre bout de la France, parce que Isabelle, notre lien concret, n'avait plus aucune information, que le journaliste de Melun qui faisait suivre dans le journal à tous les Seine-et-Marnais le parcours n'avait plus d'informations, mais bon, ce sont les choses qui arrivent et auxquelles on s'adapte, c'est pas encore trop compliqué. Plus gênant étaient les trottoirs. Dans ces pays de l'Europe centrale, pas de ce qu'on connaît bien en France de chicane sur les entrées de vélos, routes cyclistes, mais
des trottoirs qui souvent sont très hauts, donc on peut toujours descendre doucement, mais quand vous en avez quelques dizaines dans la journée, la moyenne subit évidemment fortement ce frein. Donc le mieux, c'est de sauter sans s'arrêter les trottoirs, en espérant que la mécanique tiendra le choc avec les précautions qu'on peut faire. Bien souvent, il n'y avait même pas de bateau pour en descendre. Et là, il y a eu quand même quelques sueurs froides, parce que nous n'avions pas encore fait quelques 1000 kilomètres, et déjà, on sentait quelques faiblesses par moment au niveau de certains de nos vélos. Et enfin, après toutes ces petites péripéties non prévues, nous voilà à Vienne, prêts à faire la jonction avec l'Association française des véloroutes et voies vertes, et ces 50 cyclistes venant de 12 pays différents. Problème de langue, problème de connaissance, problème de puissance surtout, intérêt aussi quand même des vélos, car là on en voit toutes les formes, du vélo qui fait 2,50 m à 3 mètres de long, de celui qui tient dans même pas un carré d'un mètre sur 30 cm d'épaisseur, donc toujours très intéressant. Et puis surtout des découvertes de caractères, de modes de vie différents, et une intégration qui sur le plan humain se fait immédiatement. C'est l'intégration bien connue chez les cyclistes. On est une grande famille et le reste ça ne compte pas beaucoup. Mais arrive la première étape, et dès cette première étape, dès la première matinée même, premier problème, Guy n'arrive pas à suivre le rythme, et le voilà en queue de peloton. Or, les organisateurs avaient très bien fait. L'un était à la tête pour être sûr de prendre les bonnes routes. L'autre était en queue de peloton pour éviter certains de s'égarer. Et à un moment, je me trouve avec lui tout seul, le reste du peloton étant à peine visible au bout du chemin. Et je lui dis, il ne faudrait pas qu'il s'égare, parce qu'il y a pas mal dans ce pays-là, il y avait après Vienne, de véloroutes qui se croisaient, et il ne fallait pas risquer d'en prendre une non prévue. Alors je lui dis, il ne faudrait pas que tu perdes ceux qui commencent à traîner derrière, comme moi. Il me dit, oui, mais moi je ne peux pas te laisser seul. Et je lui rétorque, nous nous étions entendus à avoir et une confiance et un respect réciproque, donc voilà le moment de l'appliquer. Nous avons chacun, tous les deux, notre téléphone portable, nous avons nos numéros, tu me fais confiance, j'ai bien regardé la route, je sais par où on doit passer, tu rejoins en vitesse pour ne perdre personne, et si jamais j'ai un souci, je t'appelle aussitôt et te précise par où je suis passé pour que vous puissiez me récupérer. Ok, le voilà qui part et qui disparaît avec les autres. Et tout le groupe, je le rejoins à la halte du milieu de la matinée, prévue pour petit café et gâteau. Et au moment où j'arrive, les premiers arrivés à cette halte étaient prêts à repartir jusqu'à l'arrêt de midi. Ce qui fait que j'ai embrayé tout de suite, tant pis pour le café et les petits gâteaux. Et comme ça, nous sommes tous arrivés ensemble à la halte de midi pour le repas. Donc, dès le début, le ton était donné, il fallait s'adapter et se faire confiance, qui donc n'a pas cessé jusqu'à la fin des 2200 km faits en commun. Ensuite, l'adaptabilité. Alors, l'adaptabilité est arrivée aussi tout de suite parce que attiré par les personnalités et puis aussi le potentiel, Yves se trouvait bien mieux à caracoler en tête avec les valides qu'à rester derrière à me tirer. Eric, lui, n'avait pas pu faire la deuxième partie du parcours, donc je me suis retrouvé seul à continuer de lutter contre le vent. Et là, ça a été formidable puisque, sans rien dire, chacun un tour de rôle, de ceux qui allaient
moins vite que les premiers, eh bien ils se mettaient devant et ils me faisaient le coup de vent, ce qui m'a permis de garder le rythme jusqu'au bout. Donc là encore, on voyait confiance et respect bien appliqués. Et autre chose, c'est que puisqu'il y avait séparation, et qu'en plus, à partir de ce moment-là, on était tout le temps sur des véloroutes, donc en général assez éloignées des routes classiques pour les voitures, nous avions fait une erreur, nous n'avions pas pris assez de cartes précises, donc j'ai dû laisser les cartes au chauffeur pour être sûr qu'il puisse nous retrouver aux différents endroits possibles. Et il me restait que quelques cartes assez imprécises pour ne pas trop me perdre lorsque je me trouvais un peu en arrière. Ce qui a tout marché presque tout le temps, sauf une fois, avec l'inconvénient d'avoir 8 à 10 km de plus à faire pour retrouver le bon parcours. L'adaptabilité, on la retrouvera, autant en parler tout de suite, tout au cours du trajet, avec les logements. Les logements, c'est un par jour, tous différents donc, pendant 9 semaines. Ça veut dire passer de l'hôtel classique à l'abbaye tenue par des religieux, hôtel 5 étoiles pour nous, magnifique. Le lendemain, se retrouver en camping, voire à la ferme, à coucher sur la paille, en Suisse par exemple. D'autres fois, c'est tout simplement une auberge de jeunesse avec 4 étages de bois plus ou moins branlants à monter, donc du coup, rapatriement dans la voiture caravane pour profiter de ces lits et d'un logement sans trop d'efforts le soir, et qui permet quand même de bien récupérer. Au lendemain du premier problème, de l'éclatement de notre équipe en partant de Vienne, arrive un autre imprévu, et là imparable. Nos talkie-walkie, qui étaient prévus de manière à garder un contact direct entre le véhicule suiveur et les deux groupes des cyclistes, Yves et moi-même, ces talkie-walkie tombent en panne. Et là, rien à faire pour les remplacer. Le téléphone, selon les endroits ne passant pas très bien, il fallait s'en contenter, et puis voilà. Donc là, c'est un petit souci de plus qui vient se mettre, mais bon, qui finalement ne nous a pas trop gênés. Et pour ne pas rester et ne pas voir que des ennuis, dès les premiers jours, avant d'avoir fait la jonction avec la F3V et avec eux-mêmes, nous avions quelques belles compensations. Celle de rencontrer des personnes individuelles handicapées, que ce soit en Autriche, en Hongrie, au coin d'une rue dans une ville, voire dans la campagne, au coin d'une route, qui découvrent cette manière de se promener, alors qu'eux étaient en fauteuil roulant. Et cette compensation de voir dans leurs yeux ce qui devait être un rêve, mais qu'ils découvrent pouvoir être une réalité. Et ça, ça faisait partie de ce qu'on voulait développer, mais de le vivre, c'est encore évidemment plus fort. Autre belle compensation, pour moi personnellement, au bout d'une journée, la première étape avec le groupe des cyclistes bien entraînés, eh bien, c'est d'avoir réussi à faire tout le temps la jonction. Et donc, après avoir réussi un tiers du parcours, l'équipe promotion cyclisme handisport seule, d'avoir une journée supplémentaire avec tout le groupe et d'être toujours dans le top, eh bien, là, ça donnait un grand espoir d'arriver au bout du parcours de la véloroute dite la route des fleuves, puisque nous avons suivi d'abord le Danube, ensuite le Rhin, après un certain nombre de canaux pour arriver jusqu'à la Saône, de la Saône, un petit canal pour arriver à la Loire, et après la Loire jusqu'au bout. Donc, à partir de ce moment, on
on se sent plus rassuré et donc au bout d'une journée avec la F3V, j'estimais nos probabilités de gagner notre opération, probabilité à 50%, ce qui n'était pas du tout le cas jusque-là. J'étais beaucoup plus négatif, mais par contre, pas question de montrer cette crainte à aucun instant. C'est aussi une des manières de s'adapter à ces problèmes, de savoir qu'ils existent, mais surtout de savoir les laisser derrière pour ne pas influencer notre démarche qui permet de surmonter justement tous les pépins et tous les imprévus qui peuvent arriver. Est apparu aussi, des jours avec la F3V, le désir d'Yves de voir une voiture suiveuse, c'est-à-dire une voiture qui, certes, est intéressante parce qu'elle est derrière, elle s'arrête dès qu'on a un problème, mais d'une voiture suiveuse qui pouvait aussi, selon les moments, faire une voiture d'accompagnement, comme il était assez souvent dans la tête du groupe. Ça lui arrivait d'être à l'arrivée une demi-heure ou une heure, quelquefois avant moi, et de devoir attendre le véhicule pour récupérer une tenue sèche, pour pouvoir aller en ville faire le touriste ou autrement, c'était évidemment désagréable. Et là, de jour en jour, se créait une lutte entre nous pour transformer cette voiture suiveuse qui était la sécurité du groupe d'un côté, qui avait aussi un autre avantage qu'on va voir dans un instant, et la transformer en voiture d'accompagnement. Là, je m'y suis à tout moment refusé. En Autriche, ça a pu se faire gentiment parce que c'était des dialogues à deux, enfermés dans la caravane ou dans un endroit sans autre présence. Mais avec le temps, peut-être la fatigue aidant, ça s'est retrouvé en Suisse avec une confrontation devant tout le monde, où là, eh bien, les valides ont pu voir que chez les handicapés, on sait aussi se prendre de bec, et que quand il y a un chef, il sait aussi être chef de temps en temps. Et là, tout le monde a compris et a apprécié le choix que je faisais, car effectivement, cet équipage PCH, je l'avais prévu comme sécurité pour nous, mais aussi c'était un moyen réciproque d'apporter quelque chose à la F3V qui s'est révélé tout à fait exact environ 4 ou 6 fois au cours du parcours. Par pouvoir dépanner un cycliste qui, malgré qu'ils ont un peu de matériel, n'a pas toujours tout à fait ce qu'il faut pour, en pleine campagne, remettre le vélo en état. Une autre fois, c'était un cycliste qui, tout d'un coup, était bloqué au niveau des reins à ne plus pouvoir tenir en selle et a fortiori à pédaler, qui donc a trouvé un lit bien adapté pour finir l'étape, des soins prodigués par mon épouse, qui était Janine faisant le rôle de relations publiques avec les élus, avec les médias, avec le reste du groupe, et aussi de temps en temps la guérisseuse, et ce qui fait que ce cycliste a pu le lendemain matin repartir et il n'a plus eu de soucis jusqu'à la fin. Quelques exemples qui montrent qu'effectivement, jusqu'ici, la F3V n'avait pas de voiture suiveuse, c'était à chacun de se débrouiller, quitte à devoir, comme c'est déjà arrivé, être obligé de prendre voiture, train pour rattraper le peloton qui lui avançait, puisque quand on change tous les soirs de domicile, il n'est pas question d'attendre une demi-journée quelqu'un. Parmi les autres petits soucis, il y a eu le fait que nous voulions transmettre un certain nombre d'informations sur le parcours, donc besoin d'internet, et quand il y a 50 cyclistes qui arrivent dans un hôtel ou un point d'accueil et que tous veulent avoir internet, en général, et même en France, il a fallu étaler l'utilisation de ces postes internet. Du coup,
des heures de sommeil, car il fallait pouvoir le faire par exemple entre 4 et 5 heures du matin, ou alors rester jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir accéder et envoyer toutes nos informations, et ça à peu près chacun à son tour. Les équipes savaient s'organiser entre elles pour ne pas trop en souffrir. En tout, 3 pépins, 3 casses par engin, par tricycle manuel. Des casses du cadre, donc des casses qui devaient demander des soudures. Là, de la chance, en général la casse pas loin d'une grande ville où, même avec les problèmes de langue, on arrivait à trouver un soudeur assez compétent pour réparer nos cadres qui n'ont rien à voir avec des gros IPN et des grosses soudures de carrosserie, puisque ce sont des tubes assez fins pour être très légers, titane ou autre, et donc il fallait quand même un soudeur de métier. Chaque fois on a réussi à trouver de quoi effectivement réparer dans la soirée ou dans le lendemain matin, quitte à forcer un peu après pour rattraper le groupe, mais ça fait partie des ennuis qu'il faut savoir gérer dans ce genre d'opération. Parmi les problèmes, un qui n'est qu'une erreur personnelle, on était arrivé presque à mi-parcours, quand le fait de ne pas avoir de carte précise fait qu'on n'avait pas vu, je n'avais pas constaté sur la carte vers la fin de l'arrivée des circuits proches de la véloroute, ce qu'il fallait toujours regarder parce que par moment la véloroute était en réparation haute et se retrouvait alors sur les routes classiques. Et un soir, après une journée assez longue, il ne restait que 10 km, mais là, obligé de quitter la véloroute et de se payer une montée à 6-8%, ce qui n'était pas vraiment un problème normalement, sauf que physiquement, le bonhomme était assez fatigué et que j'avais plus de réserve de nourriture, il ne restait que la boisson. Ce qui fait qu'en Haute-Côte, que j'ai réussi à monter au rythme des autres, coup de barre complet, plus rien, plus de jus comme on dit dans le métier. Et là, seul, je serais resté au bord de la route sûrement en quelques heures, le temps de récupérer. Quand j'ai vu apparaître un des couples, dont le mari s'est mis à côté de moi, la femme derrière moi, et m'ont dit « Allez, tu pédales, on te reste avec toi ». Et j'ai fini les 5 derniers kilomètres en regardant le pédalier de mon ami et en me disant il faut que je pédale pareil sans rien voir du paysage. Et enfin je suis arrivé heureusement et grâce à eux à l'étape, sinon ça aurait été une nuit encore plus écourtée. Mais avec toujours les petites parades, j'avais ce qu'il fallait pour remettre en état le bonhomme. J'ai passé la nuit à prendre un certain nombre de nutriments et compléments alimentaires pour récupérer. Et le lendemain, prêt à partir et aller retrouver avec les organisateurs qui tenaient à ma présence, aller retrouver la télévision d'Alsace-Lorraine qui tenait à nous interviewer sur le parcours, ce que nous présentions et comment nous y prenions. Voilà, alors comme on le voit, il y a toujours un retour sur investissement, puisque en étant toujours prêt à satisfaire et à ne pas être une contrainte forte pour le groupe a su à chaque fois s'adapter pour m'aider à rester dans le lot. Lorsque nous avons fait la jonction du Danube avec le Rhin, c'était une étape de 105 km, donc une étape longue pour nous. Et il y avait le choix, soit de faire une partie en train qui normalement accepte les vélos,
mais un vélo de roue ne se place pas trop difficilement dans un train. Un tricycle ne se manie pas de la même manière en volume et en poids. Du coup, nous avons préféré garder la route, mais c'était avoir deux belles montées de col, entre 6 et 12%, ce qui évidemment rajoutait une difficulté à la longueur du trajet de cette étape. Mais cette fois, c'était bien regardé, j'avais bien regardé sur les cartes précises, et donc je connaissais le profil et j'ai su facilement adapter les efforts de manière à arriver dans le peloton sans aucun problème à la fin de la journée. Ces difficultés ont été compensées à chaque fois quand même, tout le long du parcours, par l'appui de nos épouses, puisque l'une faisait le lien sur place en France avec tous ceux qu'on connaissait, le lien parfois entre nous même par le jeu des téléphones portables, et puis c'était aussi l'appui de mon épouse qui, étant dans le véhicule de suiveuse, assistait à toutes les difficultés, et en particulier au risque que nous avions lorsque des bouts du parcours se trouvaient mêlés à la circulation, ou à la grande circulation. Mais ce fut surtout le cas en Roumanie, et puis après en Allemagne, lorsque nous nous sommes retrouvés sous des trompes d'eau, à rouler sur le bord d'une route un peu nationale, mais où les camions de 30-50 tonnes nous passaient à quand même à peine plus de 2 mètres, éclaboussant tout ce qu'ils pouvaient. C'était pas de leur faute, hein, on était sous des trompes d'eau. Et là, si nous n'étions pas très rassurés, je pense qu'effectivement le chauffeur et Janine, derrière leur vitre, étaient effectivement encore plus impressionnés. Et il faut une bonne dose de volonté pour se rassurer lorsque ces phénomènes durent des jours et des jours les uns derrière les autres, sans pouvoir rien faire. On est assis dans le véhicule, on va à petite vitesse, mais on n'a aucune action vis-à-vis de l'environnement, et ça, c'est psychologiquement quelque chose qui est très dur. Aussi dur que pour Isabelle, l'épouse d'Yves, qui était seule dans sa maison et qui, par moments, n'avait plus aucune information de ce qui se passait, donc pouvait s'imaginer des tas de choses mauvaises. Mais heureusement, des mauvaises qui n'ont jamais eu lieu. Dernier point qui ne pouvait pas être, qui aurait pu être évité, mais c'est le lot de tous ceux qui font des randonnées, c'est que les fatigues s'accumulent au fil des journées, et c'est comme ça que à un moment on agit un peu trop rapidement, on n'a plus l'esprit assez clair, et ainsi sur les bords de Loire, entre Chambord et Tours, devant une belle route nationale sans voiture, une belle descente et une belle remontée derrière, je me laisse aller à pleine vitesse sur un tricycle. Tant que c'est bien plat, pas de problème. Le tout, c'est de ne pas avoir un petit dénivelé sur la route, car malheureusement à ce moment-là la stabilité n'est plus si bonne, et c'est ce qui s'est produit. Chute à quelques 20-30 km/h, donc tonneau, l'engin qu'on voit tout de suite abîmé. En fait, la chaîne avait sauté, quelques pédales étaient un peu abîmées, mais rien qui empêchait de rouler, sauf que le bonhomme avait vêtements et peau en lambeaux sur un côté, et qu'il a fallu continuer, soigner en même temps, mais avec crème et autres produits. Ce fut un petit moment d'effrayement, et puis c'est tout. On est arrivé au bout. Toujours savoir s'adapter, ça c'est sûr. Pour terminer, ou presque, c'était à la veille d'arriver à Nantes. Appel un soir des politiques
d'une ville proche de Nantes qui nous dit on vous attend à 10 h du matin avec la municipalité pour un certain nombre de choses. Donc l'organisateur nous dit demain matin on mange à 7 h du matin et à 8 h tout le monde doit être parti. Ok, sauf que bah, j'attends la fin du repas et je vais le voir en lui disant bah, demain ça sera le petit déjeuner sans moi si tu le permets. Et pourquoi? Bah, parce que si on veut être à 10 h, il y a 40 km à faire. Moi, en partant à 8 h, je n'y serai pas. Donc, si tu veux que j'y sois, faut que je parte avant. À toi de choisir. Il me dit, bon, bah, d'accord, puisqu'on sait que tu sais te débrouiller, je te laisse partir. Et ce fut un départ dans le brouillard, seul sur la route, jusqu'à ce que petit à petit, les uns et les autres me rattrapent. Et on s'est retrouvés sur place devant les élus. J'étais loin d'être le dernier, ce qui fait que tout s'est très bien passé. Et de la même manière, nous sommes arrivés tous ensemble à Nantes, avec une réussite pour la F3V, puisque la promotion de Vélocity avait bien été faite tout au long du parcours, que Nantes, c'était un moyen d'en faire aussi la promotion, et donc la présence en plus d'un groupe d'handisport n'était qu'un plus supplémentaire qui les satisfaisait les uns et les autres. Alors, si la croisière de la F3V était bien finie, nous, notre périple n'était pas encore terminé, il restait une journée. Les 60 km qui séparent Nantes de Saint-Brévin-les-Pins. Donc nous pensions repartir, le petit groupe PCH, quand en fin de journée, le responsable vient me voir avec un certain nombre d'autres cyclistes, je croyais qu'il venait nous dire au revoir, et là, il nous dit « Est-ce que vous seriez d'accord? Nous sommes un certain nombre à vouloir vous accompagner pour votre dernière journée. » Et nous découvrons à ce moment-là qu'un cinquième du groupe avait changé leur horaire de train ou d'avion pour pouvoir nous accompagner lors de cette dernière étape. Évidemment, émotion, grand plaisir et un parcours, en plus sous un soleil magnifique, tout à fait l'opposé du départ à Constanza, et un 60 km avec en plus un responsable de la F3V qui connaissait le coin, qui nous a fait passer par des petits détours de la véloroute, donc peu connu, mais très intéressant, nous montrant des tas de spécialités de la maison, de la région. Et ça, c'était un plus tout à fait inattendu et qui a donné un dernier punch qui nous a fait arriver après la dernière soirée froide de mon côté, car voilà que dans la matinée, je sens un problème au niveau de mon siège. Problème qui me fait, semble-t-il, suffisamment peur pour que je n'ose même pas regarder ce qui se passait dessous, craignant une dernière cassure du cadre. Et là, je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir, parce qu'en fait, la VR6 à cet endroit-là avait deux options, et tout le groupe avait pris l'option classique. Et moi, connaissant cette option classique, je me suis dit, je vais prendre l'autre que je ne connais pas, et ça permettra de découvrir l'ensemble de la VR6. Et seulement, j'étais tout seul sur ce détour. Enfin, on se rejoint, on finit par un très bon chemin de sable où fallait tirer à fond sur les manettes, mais en même temps bien utiliser son vélo à fond. J'essayais de faire au mieux pour ne pas trop faire souffrir le vélo. Et nous sommes arrivés à bon port, au kilomètre 0 de la VR6, devant le squelette du serpent de mer qui est le clou de Saint-Brévin-les-Pins. Et ce n'est que le lendemain, en reprenant le vélo, que là je retourne l'engin et je vois que sur les 15 cm d'équerre qui tenait mon siège au cadre, il ne restait plus que 3 cm de ferraille d'1 millimètre pour me tenir sur l'engin. Donc ça veut dire que j'étais passé à très très près d'une belle chute d'abord, et surtout de me retrouver sans siège à devoir pédaler jusqu'au bout. Ce que quand même j'aurais fait,
parce que pendant que j'avais un peu peur, j'avais réfléchi à la solution et j'avais de quoi, dans le sac, de quoi me faire une protection de la barre pour pouvoir m'asseoir quand même dessus. Sauf que du coup, je ne pouvais plus diriger le vélo, qui est un vélo à direction pendulaire. On se penche comme en moto pour le faire virer. Et sur une barre ronde, ben, mon corps aurait tourné, mais l'engin n'aurait pas tourné. Mais j'avais heureusement toujours sur moi des bandes velcro double face. Et là, je me serais donc attaché le buste avec ces bandes velcro. Et c'est le dossier qui aurait entraîné le vélo dans le bon sens. Alors ça peut paraître étonnant, mais ces bandes velcro m'avaient en Allemagne sorti une fois de pétrin, car cette véloroute par moment présentait quelques petits soucis. Par exemple, en passant sous un très grand carrefour, je me suis retrouvé face à un escalier. Les valides qui m'accompagnaient, enfin qui étaient à côté de moi, mais qui n'étaient pas du groupe, ont mis pied à terre, ont pris l'épaule, l'un sur l'épaule le vélo, l'autre en montant l'escalier, en poussant sur les roues, et ils se sont retrouvés à la suite de l'Eurovélo, seulement moi avec mon tricycle, j'étais en bas, et à ce moment-là, au moment de manœuvrer, je m'aperçois que la fourche avant était cassée. Et donc, plus moyen d'avancer, puisque ça mettait la roue en biais et les freins bloqués. Eh bien, grâce à ces bandes velcro double face, j'ai raccordé la fourche sur le cadre et ça m'a permis de remonter par là où j'étais descendu, de remonter jusqu'à l'extérieur de ce souterrain et pour pouvoir appeler la voiture suiveuse et me faire dépanner jusqu'au prochain village où là, plutôt ville, pardon, où là, comme je disais tout à l'heure, j'avais eu la chance de trouver un soudeur qui l'a très bien fait le lendemain matin et qui m'a permis donc de continuer. Alors, dernier grand plaisir, arrivé devant l'Atlantique, qui trouvons-nous? L'un de nos sponsors qui avait fait le déplacement pour nous accueillir et à nous dire combien il appréciait notre démarche. Nous arrivons à la troisième phase, donc les enseignements que nous pouvons tirer de ce périple. Évidemment, à l'arrivée, c'était d'abord la joie d'avoir gagné notre défi. C'était la satisfaction de prouver une fois de plus le potentiel caché des personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, on dit souvent maintenant. Et c'était aussi pour moi uniquement une joie supplémentaire, celle de prouver encore une fois l'autonomie que donne le vélo, puisqu'en fait, à l'âge de 7 ans, je ne pouvais pas encore marcher et j'avais déjà découvert mon village car j'avais pu y aller en vélo de roue le long des rues et à retrouver tous ceux que je connaissais. Et voilà que quelques 70 ans après, eh bien, j'avais découvert concrètement sur le terrain l'Europe dans laquelle je vivais et que je n'avais jamais parcouru comme ça. Par contre, il y a d'autres enseignements plus intéressants, comme le fait d'avoir découvert que, en partant de l'est de l'Europe centrale, plus on allait vers l'ouest de cette Europe, eh bien, le respect vis-à-vis des cyclistes qui était quotidien dans la Serbie, la Croatie, la Hongrie, diminuait de plus en plus on approchait de l'Ouest, c'est-à-dire l'Allemagne, la Suisse et enfin surtout la France. En particulier, je reviens sur un point, les chicanes. Les chicanes, c'est surtout en France que nous les avons découverts. Nous les avons vus avant seulement dans 2 grandes villes et avec les mêmes difficultés que nous en France, comme par exemple la chicane en Bourgogne où il y avait à passer en zigzag 1 mètre de battement pour un tricycle, alors que d'un côté c'était une barrière et de l'autre c'était le canal, sans aucune protection.
Donc, passer des chicanes dans ces conditions, plusieurs de nos compagnons cyclistes ont vraiment eu peur quand nous l'avons fait. Ils nous voyaient déjà au fond du canal. Ce respect des cyclistes, je pense que c'est une très belle expérience à vivre et à défendre dans notre pays maintenant. De manière plus générale, l'enseignement obtenu, c'est qu'à aucun moment, lorsqu'on est confronté à des difficultés, et en particulier avec un handicap, c'est de tricher. Que ce soit de la part de la personne handicapée ou de la part de son entourage valide, il faut avoir la volonté d'être sans pudeur, d'annoncer nos difficultés comme nos intérêts et nos plaisirs, et à ce moment-là, la solution se dégage d'elle-même. Alors que si on laisse un flou, c'est un système de boule de neige qui se crée, et à un moment, on arrive au fiasco, et ça, c'est inintéressant pour tout le monde. Enfin, je l'ai déjà dit en cours de route, l'espoir que l'on a donné et que l'on peut donner par cette expérience vis-à-vis de toute personne déficiente sur le plan physique, voire sur le plan psychologique. Quant au dernier grand plus, eh bien, ce sont les amitiés des plus sincères qu'on a pu développer dans ce périple, mais ça, c'est un point commun à tout le cyclisme. Donc, il n'y a rien de nouveau en la matière. On peut dire que on a pu donner une image rassurante du handicap à tout moment. On a fait connaître en même temps la richesse que représentait une telle opération, et on pourrait dire donc que le résultat de cette Europe à tour de bras, c'est d'avoir mis en avant ce que j'appellerais le design du handicap, c'est-à-dire croire absolument toujours au potentiel de la personne, si déficiente soit-elle, avoir une confiance mutuelle et un respect réciproque, et enfin, s'obliger à intégrer la notion de handicap au fil du quotidien. À ce moment-là, le sens du handicap n'a plus de sens, puisque ça devient un élément de la vie de tous les jours, et on a bien vu que face à la maladie ou autre, les valides savent très bien s'en sortir sans problème. Donc là, pareil, le handicap, on s'en sort sans problème. Merci. Le milieu associatif, du coup, je l'ai occulté, si tu veux, de fait. Parce que, ayant été échaudé, alors parce que vraiment, sur le public, en particulier l'AGFIP et surtout le FIPH, FIPH, c'est donc l'équivalent de l'AGFIP pour le public, le public. Et là, ça faisait des années que j'avais participé à toute l'évolution, sur le plan même de la loi 2015, ça faisait 5 ans que je participais avec les ministres, etc. Donc, j'ai été connu, je me suis dit, le FIPH a plein d'argent
qu'on utilise à bon escient auprès des différents organismes publics, mais ils soutiennent des opérations privées. Donc j'avais fait une demande dans ce cadre-là. Et le problème, c'est que les opérations privées, ils les voient quand en fait elles sont en lien avec un organisme public. Et là, ce n'était pas le cas, puisque c'était du loisir, c'était donc pas du travail, et on est actuellement dans le contexte encore, malheureusement, que ce qu'on est capable de faire dans le monde du sport, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire dans le monde du travail. Alors que nous avons montré, et cette fois-là encore, que les conditions et les règles à appliquer pour que le handicap ne soit pas une charge pour l'environnement valide sont exactement les mêmes au niveau du sport qu'au niveau du monde du travail. C'est simplement que le circuit administratif n'est pas le même. Dans le sport, on commence par les individus et c'est l'administration qui s'adapte aux conditions que demandent les individus. Dans le monde du travail, on s'occupe de l'application des règles administratives, les diplômes, les possibilités techniques existantes, pas question d'en voir de nouvelles, et après, on s'intéresse à voir l'impact au niveau de l'entourage professionnel lorsqu'on introduit un handicap ou plusieurs handicaps. Et du coup, eh bien, il y a des gros problèmes qui se lèvent parce qu'en fait, on a pris, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Là, une réponse qui n'explique quand même pas, j'aurais dû penser effectivement, mais c'est surtout le côté donc, associatif, moi, qui m'a un peu déboussolé sur le moment. On va prendre ton final alors, tu me diras quand tu voudras. Voilà, oui.